non. Le canapé, c'est non, Jules, hein. Tu le sais. Non, il a dormi. Il m'a tapé. Là, je bouillonne. Je prends sur moi, j'inspire et j'expire. Parce qu'après, il va falloir aller laver les dents, les habiller pour aller faire les courses. Et ça va être... Non, 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 non. Valentin, ça, je suis pas d'accord. Je t'ai déjà dit, on tape pas avec ça, ça fait très, très mal. Jules, arrêtez de courir avec ça, déjà. Si vous tombez, vous vous faites mal. Allez, on court vite, ouais, super. En fait, j'ai l'impression de tout le temps être sur leur dos. Tout le temps. Sans arrêt, pour tout. Pour qu'ils mangent, au lieu de discuter, au lieu de faire les fous, au lieu de... Voilà, et d'essayer de les cadrer. Quand il y a un repas, on mange. Quand on est à table, on mange. On ne fait pas les fous, on peut discuter, mais pas la bouche pleine, enfin voilà. On ne crie pas comme ça. Valentin? Valentin? Je t'ai déjà dit, Chachoun, les cris, c'est non. T'aimes pas quand maman elle crie. Tu n'aimes pas quand maman elle crie. Ne crie pas comme ça fait mal aux oreilles. Alors en fait, j'appelle ça un jour pas payé, pas un jour de congé. Parce que quelque part, je crois même que c'est pire que le travail. Vous vous sentez bien au travail? Oui. Ouais. Je sens que j'ai moins de patience et que je suis fatiguée et puis que j'imprime un peu moins les choses, en fait, que je les garde un peu moins en mémoire. Mais oui, je suis bien. Ben, c'est à moi, je suis moi. Stéphanie est en burn-out parental. Elle élève seule ses 2 enfants. Elle a le courage de lever le voile sur son diagnostic, même si cela reste délicat. J'arrive pas encore à me dire que je suis en burn-out parental. Je sais que je suis fatiguée, que je suis épuisée, que j'ai beaucoup moins de patience, que j'ai une tendance assez fréquente à hausser le ton et à pas être très sereine avec mes enfants et dans ma relation avec mes enfants. Je fais tout pour me maintenir la tête hors de l'eau, mais ça devient compliqué. Il y a des choses que vous regrettez? Des paroles ou des... Oh oui, alors des là... choses où, justement, on se reconnaît pas. Parce que Ouais. vous n'êtes pas comme ça. Il y en a beaucoup. Des paroles, enfin, c'est surtout la tonalité. Et des gestes aussi. Et le pire, je crois que c'est de voir la terreur de mes fils dans leurs yeux. Je crois que ça, c'est... de voir que je suis leur maman, que je les aime de tout mon cœur et que je donnerai ma vie pour eux, mais que je leur fais peur. À ce moment-là, je leur fais très peur. Sentiment de culpabilité et de honte, le burn-out parental reste méconnu, mal diagnostiqué et souvent caché par les parents eux-mêmes. Le stress et la fatigue font partie de la vie de famille, mais ils deviennent pathologiques chez environ 5% des parents. Je pense que le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui devient à un moment donné permanent, en fait. C'est qu'on a basculé vraiment vers l'épuisement et en fait, on ne s'en sort plus. Il y a plein de facteurs de stress dans la parentalité et plus aujourd'hui qu'au siècle dernier. Après, quand on bascule vraiment vers l'épuisement et le burn-out, c'est quand il y a les 4 symptômes qui entrent en ligne de compte et puis que le parent est vraiment épuisé et qu'il n'arrive plus. 2 chercheuses en psychologie les ont décrits. L'épuisement physique et émotionnel, la distanciation affective avec ses enfants, la perte de plaisir dans son rôle de mère ou de père, et surtout l'effet de contraste. Le parent ne se reconnaît plus tel qu'il était. C'est pas un seul facteur qui fait qu'on va partir en épuisement, en burn-out. Donc, voilà, il y a des facteurs personnels, il y a des facteurs liés à l'histoire de vie, il y a des facteurs liés à la personnalité. Il y a quand même souvent des parents très perfectionnistes qui ont envie de faire les choses tellement bien qu'ils s'investissent tellement, mais corps et âme, pour faire les choses tellement bien qu'ils s'oublient. Il y a aussi
bien sûr, l'arrivée des écrans, Internet, etc., qui mettent aussi pas mal de pression parce qu'on est multi-informés. Les parents d'aujourd'hui n'ont jamais été autant informés et pourtant, ils n'ont jamais été autant perdus. Attends, je vais t'aider parce qu'il y en a plus beaucoup. Jules, arrête, s'il te plaît. Livres, magazines, réseaux sociaux confrontent sans cesse les parents à un idéal à atteindre. L'éducation dite positive et bienveillante, pensée autour du bien-être de l'enfant, met aussi une grande pression sur les parents qui, comme Stéphanie, ont cette crainte constante de ne pas être à la hauteur. Je sais que je suis pas une mauvaise maman, parce que j'aime mes enfants et que je fais tout pour eux. Mais j'ai peur que ce soit pas assez, et j'ai peur que ce soit pas bien fait, et j'ai peur surtout de leur porter préjudice. C'est vraiment que ma façon de faire aujourd'hui les impacte sur leur vie future, quoi. Je sais que personne n'est parfait, j'en ai bien conscience. Moi, la première, mes enfants aussi, mais je tends toujours vers cette espèce de perfection que je me fixe toute seule comme une grande. Hein. Bon, je pense que les réseaux sociaux et puis la société actuelle en général nous aident aussi, mais ça vient de moi à la base, donc voilà. C'est lourd. Ça. Ok. Chaussures, veste, bonnet. Dans cette société de la performance, les parents pensent devoir assumer seuls le bon développement de leurs enfants. Santé physique et mentale, gestion des émotions, responsabilité de leur potentiel intellectuel et organisation de leurs activités extrascolaires, ils endossent tout. L'enfant est placé au centre de la famille et son bien-être passe donc souvent avant celui de ses parents. Si, allez, rentre. C'est pour ça en tout cas, les professionnels doivent avoir un œil bienveillant sur les parents et puis considérer que la majeure partie des parents sont de bons parents. Et puis reconnaître aussi que les failles, c'est très bien dans la parentalité. Parce qu'à force de vouloir être le parent parfait, on va exiger que l'enfant soit parfait. Puis c'est aussi les enfants qui vont partir en burn-out au bout d'un moment. À force de trop se sacrifier, en fait, le parent étouffe à côté de l'enfant. Il ne s'oxygène plus. Donc, à partir du moment où le parent est étouffé à côté de l'enfant, il ne va plus pouvoir transmettre les bonnes choses non plus à son enfant. L'idée, c'est pas que l'enfant soit tout le temps au centre de la famille et que le parent s'oublie. Non, je pense que le parent, il a aussi le droit de dire « mais stop, là, moi j'ai des besoins personnels aussi ». Un peu d'eau. Ça va? Papa, dis quoi, papa? Papa, il travaille. J'en suis arrivée au point où j'avais pris cette distance avec mes enfants et tout était compliqué pour moi à faire, tous les gestes du quotidien faire une machine, faire le ménage, enfin tout était compliqué. Je me levais le matin avec une espèce de... J'avais un vide dans moi, vide d'énergie qui me ressemble pas du tout et cette peur aussi de me dire je vais être toute la journée avec eux, ça m'angoissait énormément. Moi, j'arrive. Tu veux pas qu'on fasse les bords un peu, Mathis? C'est après la naissance de son deuxième enfant que l'état d'épuisement de Noémie s'intensifie. Elle pensait alors qu'en quittant son poste à responsabilité pour s'impliquer pleinement dans l'éducation de ses enfants, tout allait s'arranger. Je me suis arrêtée de travailler et je me suis dit ah chouette, j'aurai du temps pour moi, pour mes enfants, me reposer, etc. Reprendre un peu du poil de la bête. Et en fait, les X dernières années me sont toutes arrivées dans la figure, quoi. Je me suis pris un mur, vraiment un gros mur. J'avais aucun plaisir et je disais même, à mon mari en pleurant que en fait, je disais mais moi je veux ma vie d'avant en fait, je veux pas. Pourquoi on a fait ça? J'aime mes enfants profondément, mais en fait j'aimais pas être leur maman à cette époque-là, quoi. Je détestais cette casquette et je voulais qu'on me l'enlève. Et Titi, à quoi? Oui, il faut partager avec ton frère. Alors chacun la moitié. Mathis, chacun la moitié. On ne peut pas démissionner de son rôle de parent. Dette de sommeil, stress chronique, sacrifice, frustration, le burn-out parental impacte la santé psychique et physique. Ce qui pousse les parents à consulter, c'est ce point de rupture où l'on ne se reconnaît plus et l'on considère qu'on est allé trop loin. T'es d'accord, Mathis? Je te donne une compote, puis comme ça tu donnes le bout de kiwi à ta sœur. J'ai dit des choses horribles à mes enfants, ou peut-être des gestes déplacés, ouais. J'ai honte de le dire, hein, mais je pense que
c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus la même qu'avant et qu'on a honte d'être comme ça, clairement. Ouais. Mais c'est aussi le moment qui vous a fait prendre conscience de quelque chose? De se dire, je veux plus jamais que ça arrive. En fait, je vais tout mettre en place pour que ça s'arrête. C'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Enfin, c'est pas ce pourquoi j'ai fait des enfants. Donc non, c'est clair que là, on se dit... moi, personnellement, je me suis dit, c'est fini, quoi. Je veux plus. Après, oui, en tant que parent, on peut s'énerver, élever la voix, etc. Mais je pense pas comme... Personnellement, je souhaite à personne ou de crier comme je pense que j'ai crié, quoi. J'étais pas moi. Personne n'est à l'abri et il peut survenir à n'importe quel moment de la vie de parents. Les pères de famille sont aussi touchés, mais les mères restent les plus impactées. Selon des études européennes, les mères continuent d'assumer 70% de la charge liée à l'éducation. Noémie sent qu'elle est sortie d'affaires. Elle a repris un travail à temps partiel, mais elle est consciente que son équilibre reste précaire. Ouh, ils sont beaux! Là. Et on arrive à les compter? Combien il y en a là, Mathis? T'en vois combien? C'est toujours un stress, c'est toujours là. Des fois, quand j'ose trop la voix, ou je me dis, des fois, je suis trop fatiguée, quelques jours, je tire trop sur la corde, je me dis, mince, est-ce que je vais retomber là-dedans? Et puis, en fait, déjà, de le savoir, d'en prendre conscience, et de dire, non, c'est juste un passage, ça arrive à tout le monde, et puis de voir justement cet équilibre et cette balance où elle en est. C'est toujours quand même là, un peu sur mon épaule, en me disant, attention. Ouais. Il veut intimider. Cette petite voix sur l'épaule, ça peut être aussi celle de proches ou du conjoint. Quand on est avec quelqu'un d'hyperactif, c'est toujours difficile de se rendre compte qu'il y a potentiellement un problème. Elle a des objectifs multiples et variés qu'elle poursuit en même temps. Et puis, même quand ça allait bien, j'arrivais pas à la freiner. Alors, quand ça allait mal, elle ne répondait pas forcément non plus. Il y a surtout une prise de conscience déjà, qu'on peut pas être parfait et puis qu'il faut faire attention. Et puis surtout prendre aussi du temps pour soi et pas s'oublier. Ouais. La prise de conscience est souvent la première étape vers la guérison. Chaque burn-out est singulier. Les professionnels peuvent contribuer à identifier la meilleure recette pour chaque situation. On cherche des solutions concrètes et puis souvent les parents disent oui, j'avais pas pensé à ça, et puis petit à petit mettent en place des stratégies finalement très concrètes et puis qui leur changent quand même passablement la vie. On n'a pas de formation pour être parent, donc on y va avec notre bagage de vie, ce qu'on a reçu, ce qu'on n'a surtout pas envie de faire, ce qu'on a envie de faire. Voilà, on tâtonne tout le temps en tant que parent. Hein. Moi, je dis toujours qu'on est des parents parfaits à 70-80%, et puis il y a tout le reste qui sont des zones d'imperfection. Et puis ça, il faut les tolérer. Tiens. Les petits Suisses bleus? Oui, ça. Ceux-là? Oui, celui-là. Quand le burn-out est installé, le parent épuisé doit encore trouver la force de se faire aider. Malgré son agenda surchargé et son rôle de maman solo, Stéphanie est suivie. Elle a besoin d'un regard extérieur pour l'aider à abandonner des tâches qui lui coûtent inutilement beaucoup d'énergie. Tu sais, on n'est pas tout seul. Voilà. Arrête de me taper sur mon frère. Ne tape pas. Arrêtez. Jules, s'il te plaît, arrête d'embêter ton frère. Plusieurs fois, on m'a dit c'est pas grave s'ils se lavent pas les dents en rentrant d'une soirée chez des amis où on est rentré plus tard. Et puis voilà, c'est pas grave. Leurs dents, elles vont pas tomber parce qu'un soir, tu laves pas leurs dents. Ce qui est vrai. J'ai du mal, mais c'est vrai. Théoriquement, je le sais. Au niveau de la pratique, j'en suis incapable. J'ai pas encore trouvé le petit bouton à switcher dans ma tête où je me dis Steph, arrête quoi. Redescends. Tout va bien. Ils vont bien. Ils sont choux. Ils m'aiment, je les aime.